Mon nom est Jean Morio, j'ai 52 ans. Je soude du métal depuis mes 18 ans et depuis que ma fille avait 8 ans, je suis son seul parent. C'est important de commencer par ça parce que tout ce que je vais vous raconter par-delà de moi, d'elle et de ce que j'ai donné pour elle. Mardi dernier, à 23 heures à clientèle précise, j'ai reçu un email de sa part. Pas d'objet. Vide, juste son nom et envoyé depuis Shanghai. Cet email sans objet a détruit 20 ans de ma vie en moins de 5 minutes. Je vais vous expliquer. Ma fille s'appelle Camille. Pour qu'elle puisse finir ses études, j'ai travaillé 3 emplois en parallèle pendant 16 ans. Pour l'aider à préparer son avenir, j'ai vendu ma maison l'an dernier. Quand elle a été admise à l'université, j'ai vidé ce qu'il me restait de retraite. Et pendant tout ce temps-là, je pensais que nous construisions quelque chose ensemble. Pas seulement un avenir professionnel pour elle, pas seulement une sécurité financière. Non. Je croyais qu'on bâtissait un lien, une loyauté, une forme de respect simple. Le genre de respect qu'un enfant garde pour le parent qui ne l'a jamais lâché. Mais quand j'ai ouvert ce mail, quand j'ai lu ce qu'elle pensait vraiment de moi, j'ai compris que depuis des années, je finançais mon propre effacement. Le message parlait de son mariage à venir en Chine. Elle m'expliquait, avec des mots bien choisis, froids, propres, que la cérémonie serait en mandarin, que je ne parle pas mandarin, que ce serait donc compliqué, socialement délicat, que je sois présent. Elle disait aussi, d'une manière polie, que je risquais de casser l'atmosphère internationale qu'elle et la famille du fiancé voulaient créer. Je traduis pour vous. Je suis un ouvrier, un soudeur. Je viens pas du bon milieu. Je n'ai pas la bonne image. Et on ne voulait pas que je fasse tâche. Et pourtant, le lendemain matin, à 9 heures, exactement 220 000 devaient être transférés sur son compte pour payer ce même mariage auquel je n'étais pas le bienvenu. Reculons un peu. Je m'appelle Jean Moreau depuis 52 ans. Sitôt sorti du lycée, j'ai commencé à souder pour l'atelier Moreau Métal à Villeurbanne, près de Lyon. Oui, ça porte le même nom que moi, Moreau, mais ce n'est pas ma famille. Juste un hasard. J'ai épousé la mère de Camille quand j'avais 22 ans. Elle s'appelait Claire. C'était quelqu'un de bien. Vraiment. Mais on était deux gosses qui jouaient à être adultes. Elle avait ses priorités, j'avais les miennes. Elle rêvait d'autre chose que d'une vie ouvrière, d'un mari qui rentre le soir avec des éclats d'acier dans les cheveux. Elle voulait plus grand, plus propre, plus brillante. Le jour où Camille a eu 8 ans, Claire m'a mis les papiers du divorce sur la table. Elle m'a dit qu'elle voulait partir refaire sa vie à Bordeaux. Elle a dit, Jean, tu sais très bien que ce n'est pas contre toi, mais je ne veux pas rester ici. Je ne veux plus cette vie. Et puis elle m'a posé une question. Tu veux te battre pour la garde? C'était ça le choix. Soit je passais par les tribunaux pour la garde et je risquais de perdre, soit je la laissais emmener ma fille à l'autre bout du pays, ou bien une troisième option, celle que j'ai choisie. Je lui ai dit, tu peux partir où tu veux, Claire, mais Camille reste avec moi. Elle m'a regardé longtemps. Tu es sûr de toi, Jean? Tu seras seul, tu n'as pas de diplôme, tu travailles avec tes mains. Tu crois que tu vas y arriver? J'ai répondu, je suis sûr de ce qui compte. C'était le 15 février 2007. Camille pleurait parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi sa mère partait. Moi, je pleurais parce que je n'avais aucune idée de comment élever une petite fille tout seul. Mais on s'adapte. On est obligé. Les 8 années qui ont suivi, ça a été elle et moi contre le monde. Je travaillais en journée à l'atelier. Le soir, je faisais des réparations chez des particuliers, garde-corps tordus, portails cassés, barrières pliées par des voitures. Le week-end, j'apprenais à tresser des cheveux. Je vérifiais les devoirs. J'expliquais les disputes de cours de récré. Pourquoi certaines filles peuvent être cruelles entre elles? Pourquoi ce n'est pas ta faute même si tu crois que c'est ta faute? Elle était brillante, vraiment brillante, effrayante même. Au collège, elle corrigeait ma grammaire. Au lycée, elle me parlait d'universités dont je n'avais jamais entendu le nom et de métiers que je ne savais même pas décrire. Elle vivait déjà dans un monde auquel je n'avais pas accès. Et j'en étais fier. Fier et un peu inquiet. Parce que je savais qu'un jour, elle dépasserait ce qu'elle venait de. Et puis l'accident est arrivé. Mars 2019. Chantier municipal. Une poutre structurelle, intervention urgente. Je travaillais en hauteur, harnais de sécurité attaché. Le harnais a lâché. 4 étages de chute sur du béton. Poignet gauche brisé en plusieurs morceaux.
Ligament de l'épaule arraché. 3 vertèbres comprimées. Le médecin m'a dit que j'avais eu de la chance. Il a dit, vous auriez pu finir paralysé. Vous auriez pu mourir. L'avocat, lui, a dit que je n'avais pas eu de chance. L'assurance a payé les soins, oui. Mais l'indemnisation finale était plus basse que prévu. Assez pour survivre si je faisais très attention. Pas assez pour continuer à vivre comme avant. Plus de port de charges lourdes. Plus de longues journées sous les poutres. Plus de soudure au plafond. Mon corps disait « stop ». Je me souviens de cette nuit-là. J'étais à l'hôpital, le bras en plâtre, la douleur qui montait jusque dans les dents. Camille était à côté de moi. Elle avait 17 ans. Elle allait bientôt avoir son bac. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Elle m'a pris la main valide et elle a dit « Tu vas regarder comment j'entre à la Sorbonne et tu vas être fier. » 6 mois plus tard, elle a reçu la lettre. Admission à l'université, bourse d'excellence couvrant les frais de scolarité. Le logement et la nourriture, ça restait à payer. Les livres, les transports, les dépenses, pareil. En gros, s'il restait environ 18 000 € par an pour la vie sur place, plus 5 000 pour tout le reste. Je regardais mon compte. Je regardais ce qu'il me restait de l'indemnisation. Puis je regardais son visage, ce visage quand elle a ouvert la lettre. Je lui ai dit, on va y arriver. Et on y est arrivé. Pendant 4 ans, j'ai vendu mon camion pour en acheter un plus vieux. J'ai quitté notre petit 2 pièces pour un studio minuscule dans la périphérie de Lyon. J'ai pris chaque petit boulot que mon corps me permettait encore de faire. Petite soudure légère dans le garage, menu à réparation pour les voisins, même du remplissage de formulaires fiscaux pendant la période de déclaration, parce que j'avais appris la comptabilité tout seul pour gérer nos factures. En 2023, elle a obtenu son diplôme mention maximale en commerce international. Elle avait déjà une proposition d'emploi à Shanghai, dans le conseil, avant même la cérémonie de remise de diplôme. Elle m'a appelé depuis Paris après la remise du diplôme et elle m'a dit « Papa, je vais te rendre fier. Tout ce que tu as sacrifié, ça va valoir le coup. » Je l'ai cru. Peut-être que c'est là que j'ai fait ma première erreur, parce que cet email vide, celui de 23h37, c'était le début du reste. Le mail disait « Papa, il faut qu'on parle du mariage. » Je l'ai appelé tout de suite en visioconférence. Son visage est apparu à l'écran. Les cheveux tirés en arrière. Derrière elle, pas sa colocation étudiante. Pas une chambre modeste. Non. Un hôtel haut de gamme, meubles chers, tableaux modernes au mur. Rien à voir avec mon studio où le frigo fait du bruit dès qu'on allume la lumière. Elle m'a dit « Papa, la famille de Julien a certaines attentes pour la cérémonie. » Julien, c'était son fiancé. 28 ans, finance, famille aisée de Shanghai. Je l'avais vu 2 fois en appel vidéo. Très poli, anglais parfait. Toujours bien habillé. Le genre d'homme qui ne transpire jamais, même quand il ment. Je lui ai demandé « Quelles attentes ?» Elle a pris un souffle. Elle a parlé comme si elle lisait un contrat. La cérémonie sera entièrement en mandarin. Les traditions sont importantes pour la famille de Julien. Ils tiennent à une atmosphère authentique. Ils préfèrent limiter le cœur de la cérémonie aux proches qui peuvent participer pleinement. Je suis resté silencieux. Puis j'ai demandé « Camille, tu es en train de me dire que je ne peux pas venir à ton mariage? » Elle a fermé les yeux, les a rouverts. « À la cérémonie, papa, tu es invité au dîner après. Tu es invité à la réception, simplement, pas à la partie traditionnelle. » Je lui ai dit « Je suis ta famille. » Elle a répondu doucement « Bien sûr que tu es ma famille, mais leur famille veut préserver une certaine image. Ils veulent éviter les interruptions. » Les interruptions, c'était moi. C'était l'ouvrier de Lyon. Le père qui n'a jamais été à l'aise dans un costume. Celui qui parle avec les mains et qui ne sait pas jouer au monsieur important. Je vous jure que j'ai senti quelque chose de glacé se poser dans ma poitrine. Alors j'ai posé une dernière question. « Et c'est quand ce mariage? » Elle a dit « Samedi. » J'ai regardé l'heure, on était mardi soir. Samedi, c'était dans 4 jours. Et c'est là qu'elle a ajouté, presque comme si ce n'était rien. De toute façon, légalement, on s'est déjà marié il y a 2 semaines. C'était pour le visa. Là, c'est juste la cérémonie traditionnelle. 2 semaines. Elle était mariée depuis 2 semaines. Et moi, son père, je n'étais même pas au courant. J'ai raccroché. Je suis resté assis dans mon lit, dans mon petit studio à Lyon,
avec le frigo qui vibre, la photo d'elle en toge et chapeau de remise de diplôme posé sur la table de nuit. Et l'ordre de virement pour 220 000 déjà signé, prêt à partir sur son compte le lendemain matin pour payer une fête où je n'avais pas ma place. Et pour la première fois de ma vie, j'ai compris ça. Je n'étais plus son père. J'étais devenu son financement. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas une minute. Je suis resté assis dans le noir, le dos contre le mur, les coudées sur les genoux, à écouter le bruit de la plomberie dans l'immeuble comme si c'était un métronome. Quand la vie explose, on se raccroche à des choses idiotes. Un bruit de tuyau, la lumière rouge du chargeur, l'odeur du café froid. Je pensais aux chiffres. Quand on veut comprendre où tout a dérapé, on revient toujours aux chiffres. 220 000 $. C'était le virement prévu pour 9h00 le lendemain sur le compte de Camille. Pas pour acheter un appartement. Pas pour sauver quelqu'un. Pas pour une opération. Pour une cérémonie dont j'étais exclu. Ce n'était pas la première fois que je vidais ma vie pour elle. Je vais vous raconter ce que ça veut dire et vraiment quand un homme comme moi sort 220 000 $. De 2019 à 2023, les frais d'inscription à son université à Paris, la Sorbonne, École de commerce internationale, étaient couverts par sa bourse. Ça, je l'admets. Elle avait gagné ça par son cerveau, pas avec mon argent. Mais tout le reste, la vraie vie, c'était pour moi. Le logement étudiant, 18 000 € par an. La nourriture, les transports entre Paris et Lyon pour les vacances, les livres spécialisés, les frais imprévus, environ 5 000 de plus par an. Sur 4 ans, ça fait pas loin de 92 000 € sortis uniquement pour qu'elle puisse vivre, manger, dormir, étudier, sans avoir à penser au prix du pain. 92 000. Je me souviens très bien du soir où j'ai compris ce que ça représentait. Août 2019. Camille venait d'obtenir sa chambre étudiante. Je m'étais assis à la table de ma cuisine avec une calculatrice, une pile de factures et son contrat de logement sous les yeux. Après l'accident, j'avais droit à une pension d'invalidité. 200 € par mois. À côté de ça, je bricolais tout ce que je pouvais encore faire avec mon corps abîmé. Petite soudure, réparation légère, aide en maintenance chez les voisins qui n'avaient pas les moyens d'appeler une société officielle. Si j'avais de la chance, ça me faisait un supplément de quelques centaines par mois. Si j'avais moins de mal au dos, je montais à 8, 900. Mes propres dépenses, le loyer du studio, l'électricité, l'assurance du vieux camion, l'essence, un peu de nourriture. En serrant les dents, je descendais à 1800 € par mois. Il me restait quoi? 300, 400 parfois. Le problème, c'est que Camille, elle, avait besoin d'environ 1900 € par mois pour vivre à Paris sans se retrouver à manger des pâtes sèches tous les soirs. Alors j'ai fait ce que font les pères quand personne ne regarde. J'ai commencé à vendre ma vie, morceau par morceau. La première chose que j'ai vendue, c'était ma moto. Une vieille Yamaha de 1988 que je retapais depuis 12 ans. Ce n'était pas une machine de collection pour tout le monde, mais pour un type à Clermont-Ferrand qui adorait les restaurations, elle valait 300 ou 200 €. Cet argent a payé sa première caution de logement étudiant. Après ça, j'ai vendu ma collection d'outils haut de gamme. Pas ceux dont j'avais encore besoin pour travailler. Ceux que j'avais accumulés au fil des années, au cas où, comme disons les ouvriers. Les bonnes clés, les postes anciens, les pièces rares de mon père. Avec ça, j'ai payé ses premiers livres, ses trajets de train pour revenir à Lyon les week-ends. J'ai vendu aussi la télé grand écran que j'avais achetée à crédit quand j'étais plus jeune, dans l'époque où je pensais que si j'ai ça, c'est que je m'en sors bien. Ça a payé sa carte de cantine. À Noël de sa première année, je n'avais plus rien de confortable. J'avais un lit, une table bancale, une chaise et une plaque de cuisson. Je ne lui ai rien dit. Elle m'appelait tous les dimanches soirs. Elle me racontait ses professeurs, ses cours de stratégie internationale, ses exposés sur les marchés asiatiques. Elle me parlait comme si elle ouvrait une porte sur un autre monde. Papa, tu te rends compte? Il y a des cabinets de conseil basés à Shanghai qui recrutent des jeunes diplômés directement. Et ils sponsorisent les visas, les logements, tout. Il y a des opportunités partout. Je disais, c'est formidable, ma chérie. Raconte-moi encore. Je ne lui disais pas que je dînais avec un sandwich au beurre de cacahuète tous les soirs pour pouvoir lui envoyer 200 € de plus. Deuxième année d'études.
J'ai quitté l'appartement qu'on avait encore à deux à Villeurbanne pour un studio plus petit et plus loin. J'ai revendu mon camion utilitaire contre un modèle plus vieux, plus kilométré, avec des freins que je n'aimais pas trop, mais qui passaient encore au contrôle. Troisième année, j'ai vendu la montre de mon père. J'ai vendu mon alliance de mon premier mariage. J'ai vendu la plupart de mes meubles. J'ai commencé à faire des déclarations de revenus pour d'autres ouvriers du coin parce que j'avais fini par apprendre à jongler avec les formulaires fiscaux mieux que certains comptables. On se débrouille. On devient ce qu'il faut devenir. Quatrième année, j'ai pris un prêt, 15 000 euros, à 51 ans, avec un taux à 11 %. Le directeur d'agence m'a regardé comme on regarde quelqu'un qui vient demander une avance pour aller au casino. Il m'a dit, Monsieur Moreau, avec votre pension d'invalidité et vos antécédents médicaux, c'est très risqué. Vous êtes certain de vouloir vous engager? J'ai répondu, c'est pour les études de ma fille. Il a dit, je comprends, mais je dois vous prévenir, ce prêt peut mettre votre stabilité financière en danger. J'ai juste dit, combien de temps pour traiter le dossier? Camille a fini diplômée en mai 2023. Mention maximale. Première de promo. J'ai économisé pendant des mois pour acheter un billet de train Lyon-Paris, puis un TGV pour monter à la cérémonie. J'ai mis le seul costume que je possède. Je me suis assis dans la salle, au milieu de parents qui sentaient le parfum cher et qui parlaient réseau, stage, partenariat, et j'ai regardé ma fille monter sur scène. Je ne suis pas un homme qui pleure facilement. Mais ce jour-là, j'ai pleuré sans honte. C'était le sommet de ma vie. Après la cérémonie, elle m'a serré dans ses bras et elle m'a dit dans l'oreille, Papa, je pars travailler à Shanghai. Salaire de départ, 85 000 par an. Logement pris en charge. Déplacement pris en charge. On a réussi, tu vois? On a réussi. Je l'ai cru. Je l'ai cru comme on croit à un lever de soleil. Puis est arrivé Julien. Elle m'a appelé en octobre 2023, la voix tremblante mais heureuse. Papa, il m'a demandé en mariage. Elle parlait vite, comme quand elle avait 12 ans. Elle m'a expliqué que la famille de Julien était très traditionnelle, très respectée, très établie. C'est le mot qu'elle a utilisé. Elle a dit, ils veulent le mariage à Shanghai. Ils veulent tout bien faire. Ils ont même parlé de te faire venir en classe à faire et de te loger dans un hôtel 5 étoiles. Papa, ils veulent te rencontrer, ils sont honorés. J'avais du mal à y croire. Honnêtement, j'avais l'impression qu'un autre monde nous ouvrait la porte. Puis elle a ajouté autre chose. Il y a juste une chose, papa. Leur culture considère que la famille de la mariée doit participer financièrement. C'est un signe de respect. Ce n'est pas une obligation stricte, mais c'est très mal vu de ne pas contribuer. J'ai demandé, contribuer combien? Elle a répondu, ils pensent d'autour de 200 000. J'ai cru que la ligne avait coupé. J'ai dit doucement, Camille, je n'ai pas 200 000. Elle a dit, Papa, écoute-moi, tu as eu l'indemnisation après l'accident. Elle tu pourrais sûrement vendre la maison. Et après, tu serais tranquille. C'est pas seulement de l'argent, c'est le début de ma vie avec leur respect. Leur respect. Ces deux mots m'ont transpercé. Leur respect. À ce moment-là, j'aurais dû dire non. J'aurais dû dire, ma fille, si quelqu'un a besoin d'argent pour te respecter, ce n'est pas du respect. Mais je ne l'ai pas dit. J'ai regardé autour de moi. Le petit studio, la photo d'elle en robe de diplômée, sa main dans la mienne à l'hôpital après ma chute, les nuits à compter les pièces jaunes pour l'abonnement de train. Et j'ai dit, d'accord, laisse-moi faire les comptes. 2 mois plus tard, j'avais vendu la maison. Après les frais d'agence et le reste, il restait 138 000. J'ai ajouté ce qu'il restait du dédommagement de l'accident, plus le prêt que j'avais pris sur mon matériel. J'arrivais à 251 000. J'ai mis 220 000 de côté sur un compte séparé dédié au mariage. Elle m'a dit, Papa, je ne peux pas croire que tu fais ça pour moi. Je lui ai répondu, tu en vaux la peine, Camille. Tu les as toujours valus. 3 semaines plus tard, elle se mariait civilement sans me le dire. 4 jours avant la cérémonie traditionnelle, elle m'expliquait que je n'étais pas invité à la partie sacrée parce que je ne parlais pas la bonne langue et que je ne venais pas du bon monde. Alors vous comprenez ce que j'ai senti cette nuit-là, assis seul dans ma cuisine. J'ai compris que j'étais devenu un portefeuille, un financement décoratif, plus un père.
Le lendemain matin, à 5h30, je me suis levé comme tous les jours depuis 34 ans. Le corps n'oublie pas l'heure du travail, même quand le cœur n'a plus envie. J'ai fait du café. J'ai posé 3 choses sur la table. Le formulaire de virement signé pour les 220 000. Mon relevé de compte, 251, 223, et une vieille photo de Camille à 12 ans, portant mon énorme casque de soudure, fier d'avoir réussi à faire un premier cordon sur un morceau de métal. Je la revois encore me dire « Regarde, papa, j'ai fait une ligne. » Je lui avais répondu « Ce n'est pas juste une ligne, c'est une soudure. Tu as réuni 2 pièces séparées. Maintenant, elles sont plus solides qu'avant. » Je suis resté longtemps à regarder cette photo et je me suis dit, si je la laisse prendre cet argent-là, je lui apprends quoi? Pas l'amour, pas le respect. Je lui apprends que son père ne s'appartient même plus à lui-même. À 7h30, j'ai pris mes clés. J'ai conduit jusqu'à l'ancien atelier Moreau Metal, fermé depuis mon accident, mais dont j'avais encore l'accès. Je me suis assis dans le camion garé devant le hangar vide où j'avais passé toute ma vie d'adulte. C'est là que je lui avais appris à souder l'été de ses 12 ans. C'est là que je lui avais expliqué la différence entre ça tient et ça tiendra encore dans 10 ans. C'est là qu'elle m'avait demandé Papa, pourquoi tu vérifies toujours 2 fois? Et je lui avais répondu Parce qu'on cherche d'abord les problèmes évidents, et ensuite ceux qui ne sont pas encore visibles, mais qui vont casser plus tard si on ne les voit pas maintenant. Je repensais à ça en regardant le hangar vide. Les fissures étaient là depuis longtemps. Je ne les avais pas voulues, mais elles étaient là. J'ai alors sorti mon téléphone et j'ai appelé mon avocat. Pas un grand cabinet chic, juste un type droit, Maître Bernard, celui qui m'avait aidé pour l'indemnisation et la vente de la maison. Il a décroché. Jean, il est tôt, tout va bien. J'ai dit, j'ai une question juridique. Est-ce que je peux annuler un virement bancaire prévu pour ce matin? Il y a eu un silence court. Puis, c'est de l'argent du mariage de Camille, c'est ça? Oui. Tu peux encore l'annuler tant qu'il n'est pas exécuté. Jean, il s'est passé quoi? Je lui ai tout raconté. Le mariage civil déjà fait sans moi. La cérémonie de samedi. Mon exclusion. Les mots atmosphère culturelle authentique. Il n'a rien dit pendant quelques secondes. Puis il a soufflé entre ses dents. Mon Dieu, Jean, je suis désolé. Je lui ai posé la seule question qui comptait. J'ai une obligation légale envers elle? J'ai signé quelque chose? Non. Cet argent, c'est un don. Tant qu'il n'est pas parti, il est à toi. Tu n'as aucun devoir de payer. J'ai dit, alors je ne paye pas. Il a répondu, Jean, écoute-moi, ne prends pas de grandes décisions sous le coup de la colère. Et là, je lui ai dit la vérité. Je ne suis pas en colère, je suis clair. Et ça, c'était vrai. À 8h45, j'étais devant la banque. Elle ouvrait à 9h. J'ai attendu dehors, debout comme un vieux ouvrier qui vient chercher sa paye. Quand ils ont déverrouillé la porte, je suis entré et je suis allé droit au guichet. Bonjour, je veux annuler un virement programmé. La conseillère, une femme qui devait avoir l'âge de Camille, a tapé sur son clavier. Elle a froncé les sourcils. Il est encore en file d'attente, rien n'est parti. Vous voulez l'annuler définitivement, Monsieur Moreau? Oui. Je peux indiquer une raison. J'ai dit, oui, mettez des dignités. Elle m'a regardé sans comprendre. J'ai ajouté, la dignité, ça ne s'achète pas, ça se garde. Elle a juste hoché la tête. Je vais écrire, annulation à la demande du client. 15 minutes plus tard, c'était fait. 3 ans de sacrifice annulés par quelques clics. Elle m'a imprimé la confirmation. Montant, 220 000. Statut, annulé. Puis elle m'a demandé, autre chose? J'ai répondu, oui, fermez aussi le compte épargne que j'avais mis au nom de Camille pour son avenir. Transférez tout sur mon compte courant. Elle m'a fait signer encore 2 papiers. À 9h45, j'avais 265,83 $ sur mon compte, plus aucun virement en attente, plus aucune somme attachée à son mariage. Je suis rentré chez moi, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai écrit un mail à Camille. Je lui ai dit ceci. Camille, après notre conversation d'hier soir, j'ai décidé de respecter tes choix. Tu as choisi d'honorer les traditions de la famille de Julien et de leur offrir une cérémonie conforme à leurs attentes. Je prends acte du fait que ma présence n'est pas souhaitée au cœur de cette cérémonie. En conséquence, j'ai annulé le transfert prévu ce matin.
Le fonds que j'avais mis de côté pour ton avenir est fermé. Je vous souhaite, à toi et à Julien, une vie heureuse. Je l'ai relu 3 fois. Au début, j'avais écrit annuler avec une faute, parce que j'oublie toujours un L. J'ai pensé à corriger. Puis je me suis dit, non, je ne vais plus écrire pour la rassurer. Je vais écrire pour dire ce que j'ai à dire. J'ai appuyé sur envoyer à 10h15. À 10h18, mon téléphone sonnait. Je n'ai pas répondu. À 10h19, 10h21, 10h23. Pareil, à 11h01, j'avais 12 appels manqués. À 11h15, les messages ont commencé. Papa, rappelle-moi. Papa, ce n'est pas drôle. Papa répond maintenant. Papa, tu es en train de me faire peur. J'ai éteint le téléphone. Je l'ai rallumé à 16h. 27 appels manqués, 14 messages, et le ton avait changé. Papa, la famille de Julien demande où en est le transfert. Papa, qu'est-ce que je leur dis? Ils deviennent nerveux. Papa, tu es en train de me mettre dans une position impossible. Papa, si tu ne réponds pas, je préviens la police pour un contrôle de bien-être. J'ai ri. Elle allait appeler la police parce que son propre père avait cessé de financer son humiliation. Je l'ai rappelée. Elle a décroché avant la première sonnerie. Papa, mon Dieu, papa, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit à la famille que c'était sûrement un retard bancaire, mais ils viennent d'appeler la banque. Et la banque a dit que tu as annulé toi-même le transfert. Et je ne comprends pas pourquoi tu ferais ça sans m'en parler. Parce que tu avais promis d'aider. Et maintenant, ils ne comprennent pas pourquoi la famille de la mariée ne respecte pas son engagement. Et j'ai dit calmement, je l'ai annulé parce que tu m'as désinvité de ton mariage. Elle a soufflé fort, agacée. Ce n'est pas personnel, papa. C'est culturel. C'est la tradition de Julien. J'ai dit, et ça c'est la mienne. Quelle tradition? La mienne dit qu'on ne paye pas pour des fêtes où on n'est pas invité. Silence. Elle a fini par dire, papa, ce n'est pas juste une fête. C'est mon mariage. Non, Camille, ton mariage a déjà eu lieu, il y a 2 semaines, ça samedi. C'est une réception. Une réception chère, organisée par une famille qui ne veut pas de moi dans la pièce, mais qui veut encore mon argent sur la table. Elle a commencé à pleurer, puis sa voix est devenue dure. Tu es en train de détruire ma vie. J'ai répondu, non, je suis juste en train d'arrêter de payer pour ma propre mise à l'écart. Elle a essayé de reprendre le dessus. Elle a dit, tu ne comprends pas comment ça marche là-bas. Tu ne comprends pas ce que ça représente pour la famille de Julien. Leur culture, je l'ai coupée. Et moi, je représente quoi dans leur culture? Rien que ce silence-là m'a répondu. J'ai insisté. Dis-le. Elle a fini par chuchoter. Il voit un père français qui ne parle pas la langue, qui vient d'un milieu ouvrier. Je lui ai dit, voilà, ils ne veulent pas d'ouvriers à leur cérémonie traditionnelle. Et toi, tu trouves ça normal. Ce n'est pas une question de classe sociale, a-t-elle crié. C'est une question de langue, de participation culturelle, d'harmonie. Camille, j'ai dit doucement, combien ta belle famille met d'argent, eux, dans ce mariage? En vrai, pas en promesse, en euros. Silence, les fils. Je l'ai relancé. Dis-moi. Elle a fini par lâcher. Ils prennent en charge le lieu et le traiteur. Je crois que ça fait peut-être 30 ou 40 000. Je me suis mis à rire. Pas un rire joyeux, un rire sec. Donc, j'ai dit, leur tradition, c'est on dépense 40 000, toi, tu fais payer ton père 220 000. Et en échange, on le garde dehors parce qu'il dérange l'ambiance. Elle a tenté. Tu déformes tout. Non, j'ai répondu. Je clarifie. Puis j'ai ajouté quelque chose que je n'avais jamais osé dire à ma fille, pas une seule fois en 20 ans. Tu as honte de moi. Elle a protesté tout de suite. Ce n'est pas vrai. Si, j'ai dit, tu as honte de ce que je représente, du père ouvrier, du type en bleu de travail, de l'accent de Lyon, du mec qui a des cicatrices et pas de diplôme. Tu as honte de m'amener devant eux. Mais tu n'as pas honte de prendre mon argent. Elle a respiré fort, comme quelqu'un qui se noie. Elle a dit doucement, « Papa, j'essaie juste de construire ma vie avec Julien. J'essaie de m'intégrer à son monde. Et dans ce monde-là, j'ai demandé, je suis quoi? » Elle n'a rien dit. Alors j'ai terminé. « Écoute-moi bien, Camille. J'ai élevé une fille, pas une étrangère. Si tu veux de moi dans ta vie, je serai là.
Si tu veux juste mon argent, alors non. C'est fini, parce que je ne financerai plus mon propre effacement. Et j'ai raccroché. 1 minute plus tard, le téléphone a sonné de nouveau. Je croyais que c'était elle. Ce n'était pas elle. C'était Julien. Sa voix était bien posée, presque professionnelle. Un ton calme, poli mais tendu. Monsieur Moreau, excusez-moi de vous appeler directement. Je sais que Camille est très bouleversée et je pensais qu'une conversation d'homme à homme pourrait clarifier la situation. J'ai dit, quelle situation? Il a répondu, nous avons des engagements financiers à respecter pour samedi. Mes parents ont sécurisé le lieu, le traiteur, les musiciens, les prestataires photos, sur la base de la compréhension que votre contribution serait disponible. Il commence à être inquiet. Je lui ai demandé, inquiète de quoi exactement? Que je ne finance pas une cérémonie où je ne suis pas le bienvenu? Il a marqué un silence, puis il a essayé d'adoucir. Monsieur Morrow, la question n'est pas personnelle. Mes parents souhaitent juste préserver une certaine cohérence culturelle pour la cérémonie. Ils préfèrent que seuls les invités qui comprennent la langue et les rites soient présents au moment le plus traditionnel. Je lui ai dit, combien d'invités ne parlent pas mandarin à cette cérémonie? Il a répondu sans réfléchir. Aucun. J'ai hoché la tête même s'il ne pouvait pas me voir. Donc, j'ai dit, vous avez soigneusement exclu tout le monde qui ne parle pas de la langue. Et ensuite, vous êtes venu chercher mon argent. C'est bien ça? Il a dit, Monsieur Moreau, je crois que vous simplifiez à l'extrême une structure familiale et culturelle très nuancée. Je l'ai interrompu. Non, je la comprends très bien. Vous voulez ma contribution, mais pas ma présence. Et vous appelez ça du respect. Il a inspiré lentement. La contribution financière de la famille de la mariée est une marque de respect envers l'union. Je lui ai répondu, Julienne, est-ce que vous me respectez? Vous, personnellement. Il a dit, bien sûr que je vous respecte. J'ai dit, et vos parents? Il y a eu un vrai silence, le genre de silence où on entend quelqu'un avaler sa salive. Je lui ai dit doucement, voilà, merci, la discussion est terminée. Il a tenté une dernière chose. Monsieur Moreau, peut-être qu'on peut trouver un compromis. Par exemple, vous pourriez participer partiellement aux frais de la cérémonie et en échange, vous assisteriez au dîner, même si pas à la cérémonie centrale. Et j'ai ri. Ah oui. Donc, si je suis invité à 50% des moments, je ne paye que 50% du total, 110 000 au lieu de 220 000. Il a balbutié. Ce n'est pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Non, j'ai dit. Ça fonctionne comme ça. Vous comptiez sur moi pour payer les musiciens, les fleurs, les photos, la scène, le prestige. Et en échange, je devais rester dehors pour ne pas salir votre image. Puis j'ai ajouté, Julien, dites à vos parents que leurs engagements avec leurs prestataires sont leurs problèmes. Dites à Camille que chaque choix a un prix. Et dites-vous bien que le respect n'est pas quelque chose qu'on achète avec l'argent d'un autre. Et j'ai raccroché. Puis j'ai éteint mon téléphone. Ce silence-là, après, je m'en souviendrai jusqu'à ma mort. 3 mois sont passés sans un seul mot de Camille. Pas un appel, pas un message. Rien. Et vous savez quoi? C'est dans ces 3 mois de silence que j'ai enfin compris qui j'étais et qui elle était devenue. Le silence, parfois, en dit plus long que les cris. Pendant 3 mois, j'ai vécu entouré de ce silence-là. Épais, lourd, presque matériel. Pas un appel, pas un message, pas un mail de Camille, pas même une notification perdue. Rien. Au début, je me disais que c'était temporaire, qu'elle finirait par appeler, qu'elle comprendrait. Puis, au fil des semaines, j'ai compris que non. Elle ne m'appelait pas parce qu'elle ne savait plus quoi dire. Et moi, je n'appelais pas parce que, pour la première fois de ma vie, je savais exactement quoi ne pas dire. Je ne voulais plus plaider, ni expliquer, ni justifier. Je voulais juste respirer. Le retour à zéro. J'ai commencé par faire ce que je sais faire. Ranger. Les papiers, les comptes, les souvenirs. J'ai ouvert un dossier dans mon armoire métallique. J'ai écrit dessus au marqueur noir Camille, mariage, novembre 2024. À l'intérieur, j'ai mis la copie de l'ordre de virement annulé, la lettre de la banque, mon relevé, la capture d'écran de mon mail envoyé. Tout ce que cette histoire avait coûté. Pas seulement en argent, en moi.
Puis j'ai pris un carnet et j'ai noté ligne par ligne toutes mes dettes, les 15 000 du prêt sur mon matériel, les 5 000 de la carte bleue utilisée pendant ses études, les 27 000 d'un crédit auto à taux fixe. Et je me suis fixé un objectif simple, tout rembourser avant mes 55 ans. Le premier virement que j'ai fait depuis des mois, ce n'était pas pour ma fille. C'était pour la banque. 47 000 euros. D'un coup, mon compte est redescendu à 218 000. Mais pour la première fois depuis des années, je n'avais plus rien à devoir à personne. Et ça, c'était une forme de liberté. Un atelier, une idée, un recommencement. Je n'avais plus de maison, plus de prêts, plus de femmes. Mais il me restait mes mains. Même abîmées, elles savaient encore faire quelque chose. Assembler. Alors, j'ai recommencé à travailler. Doucement. Au début, c'était des petits boulots pour des voisins. Des rambardes rouillées, des portails coincés. Puis, un jour, un ancien collègue m'a appelé. Jean, j'ai entendu dire que tu bossais un peu à ton compte. J'ai besoin d'une réparation sur un escalier métallique dans un entrepôt à Vénissieux. Tu veux venir voir? J'y suis allé. L'odeur du métal chaud, le bruit des étincelles, le masque qui se referme sur le visage, tout m'est revenu d'un coup. C'était comme retrouver une langue que j'avais oubliée. En février, j'avais déjà un carnet de commandes rempli jusqu'en avril. Alors j'ai fait un truc fou. J'ai loué un petit hangar industriel à la sortie de Lyon, 200 mètres carrés, pas plus. Un vieux bâtiment en tôle avec des vitres sales et un chauffage en panne. Mais pour moi, c'était un nouveau départ. J'ai appelé ça Atelier Moreau Métal, comme avant, mais en plus petit. J'ai racheté quelques machines d'occasion. Un poste de soudure, une plieuse, une perceuse sur colonne. J'ai embauché 2 personnes. Marc, 22 ans, tout juste sorti d'un lycée technique, les mains pleines de promesses. Robert, 56 ans, licencié après la fermeture d'une usine à Saint-Étienne, avec 30 ans d'expérience dans le métal. On a commencé à 3. 3 types cabossés, chacun pour une raison différente. En 3 mois, l'atelier tournait à plein régime. Les commandes rentraient, les clients revenaient, on réparait des portails, on fabriquait des structures, on remettait à neuf des vieilles pièces pour des particuliers. Rien d'extraordinaire, mais honnête, propre. Et un matin, j'ai compris quelque chose de ça là. J'étais redevenu ce que j'avais toujours voulu être. Pas riche, pas important, juste utile. Les fantômes du passé. Mais le silence de Camille, lui, ne me quittait pas. Chaque fois que je voyais une jeune femme avec une queue de cheval et un manteau beige passer dans la rue, mon cœur faisait un sursaut idiot. Chaque fois que j'entendais quelqu'un parler de Shanghai ou de Harvard dans un reportage, j'éteignais la radio. Je pensais à elle en préparant le café. Je pensais à elle en rangeant mes outils. Et chaque soir, en fermant l'atelier, je passais ma main sur la photo accrochée au mur. Camille, 12 ans, casque de soudure trop grand, sourire fier. Je n'avais pas de haine. Je n'avais même plus vraiment de tristesse. J'avais juste une sorte de vide calme, comme un atelier après le bruit des machines, l'appel inattendu. Un jour de mars, alors que je terminais une rampe d'escalier pour un client, mon téléphone a sonné. Un numéro que je connaissais bien. Claire, la mère de Camille. J'ai hésité à répondre. Puis j'ai décroché. John, c'est moi. Je sais. Sa voix tremblait un peu. Camille m'a appelé. Silence. Elle m'a dit ce qu'il s'est passé. Pour le mariage. J'ai pris une inspiration. Ah! Elle a attendu que je dise plus. Je n'ai rien dit. Jean, tu aurais pu me le dire. Et pourquoi faire? Pour que tu me dises que j'ai tort. Non, elle a soufflé. Pour que je te dise que je comprends. Ça m'a surpris. Tu comprends quoi exactement? Que tu ne pouvais pas continuer à tout donner. Que tu voulais qu'elle te voie, pas qu'elle t'utilise. J'ai laissé passer un moment. Tu dis ça parce que tu as eu la même fille que moi. Je dis ça parce que j'ai été la même fille que Camille. Sa phrase m'a coupé net. J'ai senti une vague de choses que je n'avais pas envie d'affronter. Jean, a-t-elle repris doucement, elle est perdue. Elle t'aime, mais elle ne sait plus comment te le montrer. Elle est dans un monde qui ne parle pas ta langue. Elle n'a pas besoin de parler ma langue, j'ai dit. Elle aurait juste dû se souvenir de qui l'a apprise. Un long silence. Et si elle te rappelait? Alors on verra quel genre d'excuse elle a. Tu veux dire? Est-ce qu'elle serait désolée de m'avoir blessé ou désolée d'avoir perdu le financement de son confort?
Claire n'a rien répondu. Puis, très doucement, tu es plus dur que tu ne veux bien le croire, John. Non, j'ai dit, je suis juste enfin lucide. Avant de raccrocher, elle m'a demandé, et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de tout cet argent? Je me suis tourné vers l'atelier, les machines, les murs bruts, la poussière de métal sur le sol. Je vais le réinvestir dans quelque chose de solide. Dans quoi? Moi. Elle a souri à travers la ligne. Je l'ai entendu. Alors, pour une fois, tu fais le bon choix. Le renouveau 6 mois plus tard, j'avais tenu parole. J'avais réinvesti 150 000 € dans mon atelier. Nouvelle signalétique, machines modernes, sécurité, stock, assurance, embauche. J'avais 3 employés, des contrats réguliers et un carnet de commandes jusqu'à Noël. Le reste, je l'avais mis de côté dans un compte simple, sans nom de famille à part le mien. Le 15 avril 2025, j'ai officiellement rouvert Moreau Metal, pas le vieil atelier du passé. Un vrai, à moi. Petit, mais propre. Les journaux locaux en ont même parlé. Un ancien ouvrier handicapé relance son atelier après un accident de travail. Les gens du quartier venaient de me féliciter. Certaines m'apportaient du café, d'autres des pièces à réparer. Et petit à petit, je me suis remis à sourire. Pas le grand sourire qu'on fait pour les photos. Celui discret qu'on fait quand on sait qu'on a reconstruit quelque chose sur ses propres cendres. Le retour de Camille, c'était un samedi matin d'août. Je travaillais seul ce jour-là. Les gars étaient en congé. Je réparais la grille d'une entreprise locale. Le soleil entrait par la grande porte du hangar. Et j'ai entendu le bruit d'une voiture qui se garait. J'ai levé les yeux. C'était elle, Camille. Elle portait un chemisier clair, un pantalon trop élégant pour ce coin de zone industrielle et des chaussures qui devaient valoir plus cher que ma perceuse. Elle s'est arrêtée à l'entrée, un peu hésitante, comme une étrangère dans un musée d'un passé qu'elle avait oublié. « Bonjour, papa. » J'ai enlevé mon masque de soudure. « Bonjour, ma fille. » Sa voix tremblait. « Je peux entrer? » « Bien sûr. » Elle a avancé lentement, les yeux qui balayaient l'endroit. « C'est impressionnant. Tu as tout refait. »« Oui. » »« Tu es revenu à la soudure. »« Non, j'ai dit. Je ne suis jamais vraiment parti. J'ai juste fait une pause. » Elle a hoché la tête, puis d'une voix basse. « Je te dois des excuses. » Je n'ai rien dit, j'ai attendu. Pour tout, le mariage, Julien, la façon dont je t'ai parlé, tout. Je l'ai regardé longuement. « Tu es toujours marié? » Elle a baissé les yeux. « Non, je n'ai pas bougé. » Elle a continué. « Ça n'a pas marché. Je crois que je voulais tellement appartenir à son monde que j'ai oublié qui j'étais. Je me suis contenté de dire « Ça arrive. » Elle a essuyé une larme. « Tu avais raison, papa. Le respect ne s'achète pas. Et ceux qui veulent ton argent mais pas ta présence, ils ne te respectent jamais vraiment. » Elle s'est tue un instant, puis « Je veux apprendre à souder à nouveau. » J'ai souri. « Pourquoi? » Parce que tu m'as dit un jour que 2 morceaux de métal soudés ensemble deviennent plus solides qu'avant, et j'aimerais comprendre ce que ça veut dire. Vraiment. Je suis allé chercher un vieux casque, je lui ai tendu. Alors commence par là, et fais attention. La chaleur, ça révèle les failles. Elle a souri, et juste avant d'abaisser la visière, elle a murmuré « Merci, papa. » Ce jour-là, dans le silence d'un petit atelier de banlieue lyonnaise, j'ai compris que certaines cassures ne se réparent pas avec de l'argent. Mais certaines, oui, avec du feu, avec du temps, avec de la vérité. Le bruit du chalumeau couvre les mensonges. C'est quelque chose que j'ai appris très tôt. Quand la flamme est allumée, on n'entend plus les excuses, les belles phrases, les promesses creuses. On n'entend que le travail, le vrai. Ce matin-là, avec Camille à côté de moi dans l'atelier, je me suis dit que peut-être, enfin, on reparlait la même langue. Elle tenait le poste comme on tient quelque chose qu'on respecte, poste comme un jouet, poste comme un accessoire pour une photo. Je l'ai regardé placer la pièce de métal sur l'établi, l'aligner. Ses mains tremblaient un peu. Pas de peur, non. De volonté. Trop de volonté d'un coup. Doucement, j'ai dit. Elle a hoché la tête. Je lui ai montré comment poser le mag. Pas trop bas, pas trop haut. Juste assez pour voir la ligne. Ce n'est pas une question de force, je lui ai expliqué. C'est une question d'intention. Tu ne forces pas le métal, tu le convaincs. Elle m'a regardé avec un petit sourire.
Comme les gens, j'ai soufflé. Les gens, c'est pire que le métal. Le métal, au moins, quand il casse, il ne ment pas. Elle a voulu répondre, puis elle s'est retenue. C'était déjà un progrès. On a commencé simple. 2 plaques d'acier, une soudure droite. Tu te souviens de ce que je t'ai dit quand tu avais 12 ans? Elle a souri, un vrai sourire cette fois. Que si c'est bien soudé, la jonction est plus solide que chaque morceau séparé. Exact. Je l'ai regardé quelques secondes de plus. Mais tu sais ce que je ne t'ai pas dit ce jour-là? Elle a secoué la tête. Si l'une des pièces est swallée, fissurée, trop fine, si elle n'a pas été préparée, tu peux te mettre toute la chaleur que tu veux. Ça tiendra au début, mais ça lâchera sous pression. Toujours. Elle a avalé ça sans répondre. Mais je voyais à ses yeux qu'elle avait compris que je ne parlais pas seulement de métal. Nous avons travaillé 1 heure sans parler du tout. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais pu être avec elle sans me sentir jugé. Elle non plus, je crois. Ses mains tremblaient moins. Sa position s'améliorait. Elle ne crispait plus les épaules. Je l'ai laissé essayer une soudure seule. Le trait n'était pas beau, mais il tenait. Elle a relevé la tête vers moi, fière. Regarde. J'ai observé en silence, comme je le faisais avant ses bulletins scolaires, avant ses oraux, avant sa remise de diplôme. Puis j'ai dit doucement, c'est trop rapide, tu vas trop vite, tu veux déjà que ce soit fini. Elle a baissé les yeux. Je sais. Non, tu ne sais pas encore, mais tu es en train d'apprendre. On a fait une pause vers midi. Je lui ai préparé un café serré dans la petite bouilloire électrique de l'atelier. Elle s'est assise sur le tabouret en métal près de l'établi, comme si elle n'osait pas vraiment s'installer, comme si elle pensait que ce n'était pas encore sa place. « Pourquoi tu ne m'as pas appelé ?» a-t-elle demandé finalement. Je savais que ça viendrait. J'ai mis du temps à répondre. Pas pour réfléchir, pour ne pas répondre trop vite. Parce que toute ma vie, j'ai couru derrière toi, et je dis. Et j'ai réalisé que courir derrière quelqu'un, ça finit toujours de la même façon. Un jour, tu n'es plus un père, tu deviens juste un portefeuille avec une voix rassurante. Elle a fermé les yeux. Ce n'est pas ce que je voulais. Ce n'est pas ce que tu disais, c'est ce que tu montres. Le monde ne te juge pas sur ce que tu penses être, Camille. Il te juge sur ce que tu fais. Elle a hoché la tête. Elle n'a pas protesté, elle n'a pas pleuré, elle n'a pas accusé. Et ça, pour être franc, m'a fait plus d'effet qu'une crise. Après un moment, elle a repris. « Tu veux savoir ce qui s'est passé avec Julien? » Je ne l'ai pas poussé. Je me suis contenté de dire « Si tu veux me le dire. » Elle a inspiré profondément. « Tu avais raison sur lui. Pas sur tout, mais sur l'essentiel. » Je n'ai rien répondu. Au début, il était parfait, sécurisant, précis, sûr de lui. Il savait toujours quoi dire. Je ne me suis jamais senti stupide avec lui, jamais en retard. Il disait que j'avais du potentiel, que j'étais une valeur. Elle esquissa un rire sans joie. « Tu vois ce papa? Pas ce je t'aime, pas ce tu comptes pour moi. Non, tu es un bon investissement. » Je n'ai pas pu m'empêcher d'intervenir. « Et ça t'allait? » Elle a regardé le sol. « À ce moment-là? Oui. » Elle a haussé les épaules. « Quand tu viens d'un monde où tu es déjà la fille la plus brillante de ta classe, puis de ton école, puis de ta fac, et qu'un jour tu arrives dans un milieu où on te dit, gentiment, que ce n'est pas assez, tu te mets à vouloir mériter ta place tout le temps, même si pour ça tu dois te couper en morceaux. » J'ai murmuré. « Tu n'avais pas à mériter ta place auprès de moi. » Elle a levé les yeux vers moi. C'est exactement ça que je n'ai pas compris. Elle a serré la tasse entre ses mains, comme pour se tenir elle-même. Les choses avec Julienne ont changé quand on a commencé à préparer la cérémonie, a-t-elle dit. Sa mère parlait du mariage comme d'un contrat entre 2 familles. Elle disait, « Notre famille apporte le nom, le réseau, le statut. Votre famille apporte la dot, le symbole de reconnaissance. » Elle a esquissé un sourire amer. « Tu sais comment elle t'appelait, en privé? » J'ai senti une tension dans ma poitrine. « Non. » Le provincial. J'ai serré les mâchoires. Elle a ajouté très bas, et moi, je l'ai laissé dire. Je n'ai rien dit. Elle a continué. Je me suis dit que ce n'était pas grave, que tu ne serais jamais vraiment confronté à ça, que le plus important, c'était de construire une vie dans laquelle je n'aurais plus besoin de te demander d'aide. Elle a marqué une pause.
Sauf que pour entrer dans cette vie-là, il fallait d'abord que je t'humilie. Elle a passé une main sur son visage. Quand je t'ai dit que tu ne pouvais pas assister à la cérémonie, je n'étais pas en train de penser à toi. J'étais en train d'essayer de prouver à sa famille que je méritais d'être de leur côté. J'ai voulu leur montrer que j'étais prête à couper ce qui, à leurs yeux, faisait tâche. Elle m'a regardé. Cette tâche, c'était toi. Je suis resté là, debout, les mains noires de calamine, à écouter ma propre fille me dire que j'avais été présenté comme une salissure à nettoyer. Et étrangement, je n'ai pas explosé, parce que j'avais déjà encaissé le coup le soir de l'appel vidéo. Ce jour-là, dans ma tête, elle m'avait déjà enlevé de sa photo de famille. Alors l'entendre maintenant, c'était juste mettre des mots précis sur ce que j'avais senti sans qu'on le dise. Et quand je t'ai coupé les fonds, ai-je demandé, « Il a fait quoi ?» Elle a souri tristement. Il m'a dit, très calmement, « Tes origines sont en train de devenir un problème opérationnel. » Je l'ai regardée, elle a hoché la tête. Un problème opérationnel, voilà ce que j'étais devenu pour lui. Pas une femme, une opération. Je suis resté silencieux. Je voulais qu'elle aille au bout. Quand sa famille a commencé à annuler les prestataires, il ne s'est pas fâché contre eux. Il s'est fâché contre moi. Il m'a dit que si je ne pouvais pas garantir la solidité de ma base familiale, alors je mettais en risque sa crédibilité. Elle m'a regardé droit. Et tu sais quoi? Il m'a aussi dit que tu étais instable. Je n'ai pas haussé la voix. Instable. Oui. Il a dit que tu étais un homme dangereux parce que tu pouvais changer d'avis quand tu te sentais blessé dans ton ego de père. Je me suis mis à rire. Pas un rire joyeux, un rire sec, fatigué. J'ai annulé un virement. Je n'ai pas mis le feu à leur maison. Elle a souri un peu, mais ses yeux, eux, restaient mouillés. On est resté comme ça longtemps, à boire un café tiède dans un atelier qui sentait la soudure et la poussière de limaille. Puis elle a dit, presque à voix basse, « Papa, j'ai honte. » Je me suis tourné vers elle. « Non, pas comme ça. La honte, c'est inutile. Ça ne répare rien. » Elle a respiré fort. « Alors je dois quoi? » « Tu assumes. » Je l'ai regardée sans la lâcher. « Tu assumes que tu m'as blessé. Tu assumes que tu t'es laissé traiter comme une chose à présenter. Tu assumes que tu as voulu acheter du respect auprès de gens qui ne savent pas ce que c'est. Et après ça, tu décides quelle personne tu veux être. Pas pour eux, pas pour moi, pour toi. » Elle a hoché la tête lentement, très lentement. Je voyais son visage changer. Pas d'un coup, mais je voyais une décision naître. Puis elle m'a demandé, « Est-ce que tu veux encore de moi dans ta vie? » Je l'ai regardé et j'ai dit la vérité. Oui, mais pas comme avant. Plus jamais comme avant. Elle a fermé les yeux et j'ai vu ses épaules retomber, pas sous le poids, sous le soulagement. On a retravaillé encore 1 heure. Je lui ai montré comment nettoyer une pièce avant soudure, comment ébavurer correctement, comment tenir l'angle avec le poignet, pas avec tout le bras. Et à un moment, je me suis surpris à lui dire, « Attention là, là c'est trop chaud. Si tu surchauffes, tu fragilises, tu crois renforcer, mais en fait tu rentres cassant. » Elle a souri, comme quand on insiste trop pour garder quelqu'un qui veut déjà partir. J'ai soufflé. Exactement. Avant qu'elle parte, elle laisse rester un long moment près de la porte du hangar. Elle regardait l'intérieur, l'atelier, les machines, les traces de nous deux par terre. Elle m'a dit, « C'est beau ce que tu as fait ici. » J'ai répondu, « Merci. C'est la première fois qu'on me dit ça sans vouloir m'enlever quelque chose après. » Elle a fermé les yeux, juste 1 seconde. Puis elle m'a demandé, « Est-ce que je peux revenir demain? » J'ai dit, « Oui. » Elle a inspiré. « Papa? » « Oui. » « Je t'aime. » J'ai hoché la tête. Moi, ça met aussi ma fille. Elle s'est retournée pour partir, et en la regardant monter dans sa voiture, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris avant. Je n'avais pas perdu ma fille. Je l'avais simplement laissé apprendre à quel point elle pouvait me perdre. Les jours suivants ont eu une lenteur étrange. Pas celle de l'ennui, mais celle de la reconstruction. Chaque matin, Camille arrivait à l'atelier un peu plus tôt. Elle passait la porte avec un bonjour timide, enlevant sa veste, attachant ses cheveux, comme si elle rentrait dans un endroit sacré. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Pour elle, ce hangar était un atelier de métal.
Pour moi, c'était un atelier de réparation d'âme, deux âmes, la sienne et la mienne, l'apprentissage du silence. Je l'ai laissé apprendre à son rythme. Je savais que les mots ne servent à rien quand les gestes peuvent parler. Les premières semaines, on ne parlait presque pas. Je lui montrais comment affûter un forêt, comment vérifier la pression de l'air, comment régler l'intensité du poste à souder. Elle observait, imitait, se trompait, recommençait. Les erreurs ne la mettaient plus en colère. Avant, elle aurait voulu que tout soit parfait. Maintenant, elle voulait simplement comprendre. Un jour, elle a fait une soudure trop rapide. Le métal s'est fendu en refroidissant. Elle a juré, puis s'est mordu la lèvre. Je lui ai dit doucement, « Regarde, tu as chauffé trop vite, mais tu n'as pas préparé la surface. » Le métal, c'est comme les gens. Si tu n'enlèves pas la rouille l'avant, rien ne tient. Elle a soufflé un petit rire. Tu vas finir par écrire un livre sur la psychologie du métal, papa. Peut-être bien, ai-je répondu. Mais ce serait un livre que peu de gens comprendraient. Les marques du passé, les jours passaient et l'atelier reprenait vie d'une manière que je n'aurais pas imaginée. Le bruit du marteau rythmait nos respirations. L'odeur de l'acier chaud se mêlait à celle du café du matin. Marc et Robert, mes deux ouvriers, avaient accepté Camille avec naturel. Pas comme la fille du patron, mais comme une nouvelle apprentie. Un après-midi, Robert lui a dit « Tes soudures, elles sont pas encore belles, mais elles tiennent, et c'est ce qui compte. » Camille a souri comme une gamine à qui on venait de donner une médaille. Je l'ai observé, le cœur un peu serré. J'ai compris à cet instant que pour la première fois depuis des années, elle recevait un compliment pour ce qu'elle faisait, pas pour ce qu'elle représentait. Les nouvelles habitudes. Peu à peu, Camille s'est mise à arriver plus tôt que moi. Elle balayait le sol, rangeait les outils, préparait le matériel avant même que j'entre. Elle notait les commandes, organisait les livraisons. Un soir, elle a sorti un carnet et m'a dit « J'ai fait un petit tableau pour les factures et les clients. Tu veux que je te montre ?» Je me suis retenu de rire. C'était ma fille, celle qui avait fait un MBA à Harvard et travaillait à Shanghai, en train de me présenter un tableau Excel pour un atelier de province. Je l'ai laissé expliquer, sérieuse comme une ingénieure. Quand elle a terminé, je lui ai dit simplement « C'est bien, mais tu sais, ici, les clients paient encore en liquide et la moitié ne lit pas leur mail. » Elle a ri. Alors, on leur enverra les factures par pigeon voyageur. Son rire, Dieu que ça m'avait manqué, les cicatrices. Un soir, après une longue journée, on a fermé la grande porte métallique de l'atelier. La lumière du crépuscule filtrait à travers les vitres sales, projetant des reflets dorés sur les outils. Camille a regardé mes mains. Elles sont couvertes de cicatrices, de brûlures, de marques anciennes. « Est-ce que tu regrettes parfois ?» m'a-t-elle demandé. « Regretter quoi? » D'avoir tout donné pour moi. L'argent, le temps, la maison. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé mes paumes, les callosités, les lignes profondes. Non, ai-je fini par dire. Parce qu'on ne regrette pas ce qu'on fait par amour. On regrette seulement ce qu'on fait par peur. Elle a baissé les yeux. Et moi, j'ai tout fait par peur. Peur de manquer, peur d'être jugé, peur de ne pas être assez. Je lui ai pris de la main. Alors, à partir d'aujourd'hui, tu vas faire les choses par conviction. C'est plus dur, mais c'est plus vrai. Les nouvelles fondations. Au fil des mois, le nom Morrow Metal a commencé à circuler dans toute la région. On parlait de notre sérieux, de nos prix justes, de notre ponctualité. Les petites entreprises locales venaient nous voir pour des réparations, puis revenaient pour des contrats plus gros. Camille s'occupait de la gestion, Mark et Robert assuraient la production, et moi, je faisais ce que je savais faire. J'étais le ciment invisible entre tout ça. Un matin de juin, on a reçu une commande d'un grand client à Grenoble. Une structure métallique pour un centre logistique. Le plus gros contrat que j'ai eu depuis ma réouverture. Camille a négocié, signé, organisé la livraison. Le soir, elle est venue me voir avec un dossier à la main. « Papa, tu réalises? C'est ton atelier, ton nom, ton travail. Et c'est moi qui ai décroché ça. » J'ai souri. « Non, c'est nous. Parce qu'une soudure, tu te rappelles? Ce n'est jamais qu'une seule pièce. » Elle a baissé la tête, émue. Je crois que ce jour-là, elle a compris que je ne cherchais plus à être remboursé. Je voulais simplement que ce qu'elle avait brisé, elle le reconstruise de ses propres mains. Une lettre fin juin, en rentrant chez moi, j'ai trouvé une enveloppe dans ma boîte aux lettres. Papier blanc, écriture fine. Passe dans ma...
Juste John Moreau, personnel. À l'intérieur, une lettre. Elle venait de Shanghai, signée de la main de Julien. Monsieur Moreau, je me permets de vous écrire non pas pour revenir sur les différents passés, mais pour vous informer que ma famille a finalement assumé l'intégralité des frais du mariage annulé. Je reconnais aujourd'hui que votre refus n'était pas un caprice, mais une leçon. Camille m'a beaucoup parlé de vous, de votre travail, de ce que vous représentez. J'espère qu'un jour, elle me pardonnera ma lâcheté. Recevez malgré tout de mon respect. Julien Chen, j'ai reposé la lettre sur la table. Je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni satisfaction. Seulement la certitude que le respect, celui qui l'évoquait, n'arrive jamais par courrier recommandé. Le feu et la réconciliation. L'été est passé. Camille travaillait presque à plein temps à l'atelier. Elle avait retrouvé quelque chose qu'aucune carrière internationale ne lui avait donné. L'équilibre. Un soir d'août, on a terminé tard. Elle a enlevé son masque, le visage couvert de poussière métallique. Tu sais quoi, papa? Quoi donc? J'ai compris pourquoi tu aimais ce métier. Ce n'est pas à cause du métal. C'est parce qu'ici, rien n'est faux. Si c'est solide, ça tient. Si c'est mal fait, ça casse. Il n'y a pas de mensonge possible. Je l'ai regardé. Exactement. C'est pour ça que j'ai toujours préféré le métal au mot. Elle a souri, puis d'un ton hésitant. Tu penses que tu pourrais venir dîner à la maison demain soir? Ta maison? Oui, un petit appartement à Croix-Rousse, rien de luxueux. Mais j'aimerais te le montrer. J'ai répondu sans réfléchir. Avec plaisir. Au revoir. Le dîner, le lendemain, j'ai pris le tram. Elle m'attendait en bas, habillée simplement, les cheveux relevés, un tablier taché de sauce tomate. Son appartement sentait la vie, des livres ouverts, une guitare dans un coin, un tablier accroché à une chaise. Sur la table, 2 assiettes. Du vin, du pain, un plat de pâtes. Je ne savais pas quoi faire d'autre, a-t-elle dit. C'est parfait. On a mangé, parlé de tout. Pas du mariage, pas de Harvard, pas de l'argent, juste de la vie, du travail, des clients pénibles, de la pluie. Et à un moment, elle a dit, tu sais, j'ai toujours cru que ta force venait de ta colère, mais maintenant, je crois qu'elle vient de ta patience. Je l'ai regardée dans les yeux. Non, ma force, c'est toi. Même quand tu me déçois, tu restes la raison pour laquelle je me relève. Elle a détourné le regard, mais je voyais son sourire trembler. Une ligne droite, quelques jours plus tard, de retour à l'atelier, je l'ai surprise à faire une soudure parfaitement régulière. Droite, continue, pas un saut, pas une fissure. Je l'ai laissé finir sans rien dire. Quand elle a relevé la tête, elle m'a demandé « Alors ?» J'ai répondu « C'est solide, vraiment solide. » Elle a éclaté de rire. « Tu vois ce papa? J'ai enfin réussi à tracer ma propre ligne. » Je lui ai tapé l'épaule. « Oui, et cette fois, elle tiendra. » Ce soir-là, en quittant l'atelier, j'ai éteint les machines, regardé la lumière tomber sur les outils, et j'ai pensé à cette phrase qu'elle m'avait dite à 12 ans. « Regardez, papa, j'ai fait une ligne. » 18 ans plus fort pomme, elle venait enfin de la terminer. Le matin s'est levé dans une lumière pâle, filtrée par la poussière de l'atelier. Les jours suivaient leur cours avec une régularité apaisante. Le bruit du métal, l'odeur du café, les outils alignés comme des soldats familiers. Mais quelque chose avait changé. Pas dans le travail, non, dans l'air. Camille et moi, nous avions trouvé une paix que je n'aurais jamais cru possible. Les traces du passé. Ce jeudi-là, elle est arrivée un peu plus tard que d'habitude. Je l'ai vue garer sa voiture devant l'atelier, couper le moteur, rester un instant immobile derrière le volant. Quand elle est entrée, son visage était calme, mais ses yeux portaient ce regard que j'avais appris à reconnaître, celui d'une décision déjà prise. « Papa, a-t-elle dit, j'ai quelque chose à te montrer. » Elle a sorti de son sac un dossier épais, rempli de feuilles soigneusement agrafées. Sur la première page, en haut, il y avait écrit « Atelier Moreau, projet d'expansion et formation ». Je l'ai regardé, surpris. « Qu'est-ce que c'est? »« C'est mon projet, hein, a-t-elle répondu. « Enfin, notre projet. » Le projet, elle s'est assise en face de moi et a commencé à expliquer. Sa voix tremblait un peu au début, mais plus elle parlait, plus elle reprenait confiance.
Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi. Tu m'as appris que le travail ne se transmet pas par l'argent, mais par la main, par le geste. Et je me suis dit, pourquoi on ne transmettrait pas ce qu'on sait à d'autres? J'ai froncé les sourcils. Tu veux dire enseigner? Oui, pas comme à l'école, pas avec des diplômes et des examens, mais ici, dans l'atelier. Former des jeunes, des personnes en reconversion, des ouvriers qui veulent apprendre à travailler le métal proprement. Leur apprendre ce que toi tu m'as appris, la rigueur, la patience, le respect du matériau. Je l'ai laissé parler. Elle déroulait des plans, un espace à aménager, des partenariats avec des lycées techniques, une subvention européenne à demander. Tout était pensé, calculé, argumenté. Quand elle a terminé, elle a levé les yeux vers moi. Papa, j'aimerais que tu sois le formateur principal et que le programme porte ton nom. Formation Morrow. J'ai senti ma gorge se serrer. Pendant des années, j'avais été invisible aux yeux des importants. Et voilà que ma fille me proposait de transmettre ce que j'avais passé une vie à apprendre, non pas dans les bureaux ou les universités, mais dans la sueur et de la poussière. Je lui ai répondu simplement, si tu fais ça, fais-le pas pour moi. Fais-le parce que tu y crois. Elle a souri. Je le fais parce que, pour la première fois, je sais ce qui a du sens. Bon temps, le retour des fantômes. Les semaines suivantes, nous avons travaillé ensemble sur ce projet. Camille gérait de la partie administrative, moi la technique. Je lui montrais comment réaménager les espaces, comment sécuriser les zones de travail. On passait nos soirées à corriger les plans, à boire du café tiède, à rire de nos erreurs. Et puis, un jour, alors que je soudais une pièce, j'ai entendu sa voix, plus hésitante. Papa, tu sais que j'ai revu Julien? Je n'ai pas levé la tête. Ah, oui, il était de passage à Paris pour un séminaire. On s'est croisés par hasard. Il voulait s'excuser. Je n'ai pas dit un mot. Elle a continué. Il m'a dit qu'il avait compris ce que tu avais voulu me montrer, qu'il avait honte de la façon dont tout s'était passé. Je me suis redressé, j'ai relevé mon masque. Et toi? Moi, je lui ai pardonné, pas parce qu'il le méritait, mais parce que je ne voulais plus qu'il vive dans ma tête. J'ai hoché la tête lentement. Le pardon, ai-je murmuré, ce n'est pas un cadeau pour les autres. C'est un moyen de se libérer soi-même. Elle a souri tristement. Je crois que je commence à comprendre ce que tu veux dire quand tu parles de feu. La presse locale. En septembre, le projet Formation Morrow a été officiellement inauguré. Le maire du quartier est venu, quelques journalistes aussi. Ils ont pris des photos. Camille, les apprentis, moi au fond, couvert de poussière, les mains dans les poches. Un article est sorti la semaine suivante dans Le Progrès. Un ancien ouvrier crée un centre de formation unique à Lyon. Transmettre le savoir du métal et la dignité du travail manuel. Camille m'a apporté le journal, plié à la page de l'article. Tu te rends compte, papa? Tu es dans le journal. Je lui ai répondu. C'est bien, mais la vraie réussite, ce n'est pas d'être dans le journal. C'est que ceux qui apprennent d'ici repartent plus forts qu'ils sont arrivés. Le soir du bilan. Un soir d'octobre, après une longue journée, Camille et moi sommes restés seuls dans l'atelier. On avait tout rangé. Le silence s'était installé. Elle s'est assise sur le tabouret, les coudes sur les genoux, et a soupiré. Tu sais, papa, parfois je me demande si tu m'as vraiment pardonné. Je l'ai regardé. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu es gentil, patient, calme. Mais je me demande si, au fond, tu n'as pas encore mal. Je me suis approché d'elle, j'ai posé ma main sur son épaule. Camille, la douleur ne disparaît jamais complètement. On apprend juste à ne plus la laisser diriger nos gestes. Elle m'a regardé avec des yeux pleins d'eau. Et tu n'as jamais eu envie de me rejeter, de couper les ponts? Si, elle a eu un sursaut. Mais je ne l'ai pas faite, ai-je ajouté, parce que je savais que tu reviendrais, et que si je fermais la porte, tu n'aurais plus de maison où frapper. Elle a pleuré, longtemps, des larmes silencieuses, comme celles des enfants qui ne cherchent pas à se faire pardonner, mais à se reconnaître. Je ne l'ai pas consolée. Je l'ai laissée pleurer. Parfois, c'est la seule façon de nettoyer le passé. Le feu intérieur et l'hiver approchaient. Le froid rendait les métaux plus durs, les soudures plus délicates. Mais à l'intérieur, quelque chose brûlait. Une flamme tranquille, celle qu'on rallume quand on croit qu'il n'y a plus rien à sauver. Un matin,
Je l'ai vue devant le four de fusion, le regard perdu dans la flamme bleue. Je lui ai demandé « À quoi tu penses ?» Elle a répondu « À toi, à tout ce que tu as construit, à ce que j'ai détruit et à ce qu'on est en train de reconstruire. » Je me suis approché. Alors regarde bien cette flamme, Camille, parce que c'est ça la vie. Ça brûle, ça fait mal, mais ça éclaire. Elle a hoché la tête, et pour la première fois, j'ai senti qu'elle n'était plus une enfant, qu'elle avait enfin compris que le feu, celui du métal et du cœur, est le même. Il peut forger ou réduire en cendres. Le nouveau commencement, 3 mois plus tard, Formation Morrow comptait déjà 15 apprentis. Des jeunes perdus, des adultes en reconversion, des anciens prisonniers, des hommes et des femmes que la société ne regardait plus. Camille les accueillait un par un, leur parlait avec une douceur que je ne lui connaissais pas. Elle avait trouvé sa place, pas dans les tours de verre, mais ici, au milieu du bruit et de la chaleur, là où le travail donne encore un sens au mot respect. Un soir, elle m'a dit, « Tu te rends compte? On a créé quelque chose qui répare les autres. Et, sans s'en rendre compte, on s'est réparé nous-mêmes. » Je lui ai souri. Oui, et cette fois, aucune somme d'argent ne pourrait l'acheter. La vie, j'ai compris, n'est pas une ligne droite. C'est une série de soudures. Certaines craquent, certaines tiennent toute une existence. Et parfois, il faut tout recommencer pour comprendre que le métal le plus solide, c'est celui qui a déjà connu le feu. L'hiver s'est installé sur Lyon comme un vieux manteau gris. Le matin, la buée sortait de nos bouches avant même que les mots ne le fassent. L'atelier sentait le fer froid, le café brûlé et la détermination. Chaque jour ressemblait au précédent, mais il y avait une différence essentielle. Cette fois, le passé ne pesait plus. Les apprentis, ils arrivaient tôt, les nouveaux. Des garçons, des filles, des hommes fatigués, des femmes qui avaient perdu confiance. Certaines ne savaient même pas tenir un marteau. D'autres, trop sûrs d'eux, pensaient déjà tout savoir. Je les regardais et je voyais des fragments de moi-même, de Camille, de tout ce qu'on avait été, brisé, hésitant, mais plein d'une force encore enfouie. Camille les observait avec douceur, prenait le temps de les écouter, de comprendre leurs histoires. Un jour, un jeune homme du nom de Karim s'est approché de moi. « Monsieur Morrow, pourquoi vous faites ça? Vous pourriez être tranquille chez vous, vivre de vos économies. » Je lui ai répondu, « Parce qu'il n'y a rien de tranquille dans une vie où on ne sert plus à rien. » Il a hoché la tête sans vraiment comprendre, mais il a repris le travail. Camille m'a entendu et m'a dit, « Plus tard, tu ne te rends pas compte, papa. Ce que tu leur dis, ça reste. Peut-être pas aujourd'hui, mais un jour, ils s'en souviendront. » Je n'ai rien répondu. Parce qu'elle avait raison, les traces de feu, les mois ont passé. Camille avait désormais son propre établi. Ses soudures étaient régulières, précises, presque élégantes. Elle travaillait avec une concentration que j'enviais. Un après-midi de février, elle m'a montré une pièce qu'elle venait de terminer. Une sculpture abstraite, faite avec des morceaux récupérés. 2 plaques d'acier entrelacées, soudées au centre, formant une sorte de cœur métallique. Sur la base, elle avait gravé « Rien ne se brise, tout se transforme ». Je l'ai regardé longtemps sans parler. Puis j'ai murmuré « C'est la plus belle chose que tu aies jamais faite ». Elle a souri doucement. « C'est pour toi ». Je n'ai pas su quoi dire, alors j'ai simplement posé ma main sur la sculpture. Le métal était encore tiède. Comme si, malgré tout ce qu'on avait traversé, il restait un peu de chaleur dans ce qu'on avait créé ensemble. Le retour un matin, alors que j'arrivais à l'atelier, j'ai trouvé une lettre posée sur mon bureau. Pas de timbre, pas d'adresse, juste un mot. De Sarah. Je ne l'avais pas vue depuis des années. La mère de Camille. Je me suis assis, j'ai ouvert la lettre. Jean, Camille m'a parlé de tout, du projet, de l'atelier, de votre réconciliation. Je tenais simplement à te dire que j'ai eu tort, moi aussi. Je t'ai quitté en pensant que le monde appartenait à ceux qui fuient la simplicité. J'avais tort. Tu as bâti quelque chose de vrai, Jean, quelque chose qui dure. Et même si nous avons échoué, je suis fier que notre fille ait trouvé sa force auprès de toi, Sarah. Je suis resté immobile un long moment. La lettre tremblait entre mes doigts, pas à cause du froid, mais du souvenir. J'ai repensé à tout, au jeune homme que j'étais, à la femme que j'avais perdue, à la fille que j'avais failli perdre aussi, et j'ai compris que la vie ne nous enlève rien,
Elle nous apprend juste à lâcher avant de recevoir. Le jour des portes ouvertes. En mars, Camille a eu l'idée d'organiser une journée portes ouvertes à l'atelier. Les familles, les voisins, les anciens apprentis, tout le monde était invité. On a nettoyé, peint, accroché des photos sur les murs, des portraits des élèves, des citations, des outils anciens restaurés. Le jour venu, l'atelier débordait de monde. Des rires, des discussions, l'odeur du métal et du café. Camille courait partout, expliquant le fonctionnement des machines, présentant les apprentis rayonnantes. Un journaliste est venu m'interviewer. Il m'a demandé, Monsieur Moreau, quel est le secret de votre réussite? J'ai répondu sans réfléchir. Le secret, c'est d'avoir échoué avec honnêteté avant de réussir avec humilité. Il a ri pensant que c'était une phrase préparée. Mais non, c'était juste la vérité. Une reconnaissance inattendue. 2 semaines plus tard, nous avons reçu une lettre officielle de la mairie de Lyon. Camille l'a ouverte, fébrile. Papa, écoute ça. Le programme Formation Moreau est reconnu comme initiative d'intérêt public pour son rôle dans la réinsertion et la transmission artisanale. Je l'ai regardée. Elle pleurait, mais ce n'étaient plus des larmes de honte ni de regret. C'étaient des larmes de fierté. Tu te rends compte, a-t-elle dit. Oui, ma fille, je me rends compte. Je lui ai posé la main sur l'épaule. Et tu sais ce que ça veut dire? Elle a souri. Qu'on a réussi? Non, que maintenant, il faut continuer. Le soir du silence, le soir, après la cérémonie, j'ai fermé l'atelier seul. Camille était partie fêter ça avec les apprentis. Je suis resté un moment devant la grande porte, la main sur le verrou. Je repensais à tout ce qu'on avait traversé. Les sacrifices, les insultes, le rejet, le silence, puis la reconstruction. Et soudain, j'ai compris pourquoi je n'avais jamais vraiment cessé d'espérer. Parce qu'on ne peut pas souder quelque chose qu'on ne croit plus réparable. La vie m'avait appris à réparer les choses. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'un jour, ce serait ma propre fille que je devrais réparer. Et qu'en la réparant, c'est moi que j'avais sauvé. La dernière flamme, quelques semaines plus tard, au printemps, Camille m'a proposé une promenade sur les quais du Rhône. Le soleil tombait lentement, et les reflets dorés sur l'eau ressemblaient aux étincelles de nos soudures. Elle m'a dit, « Tu sais, papa, parfois je me demande si j'aurais fini par comprendre tout ça sans ce qu'on a vécu. » Je l'ai regardée. « Non, ma fille, certaines leçons, il faut les payer cher pour qu'elles s'impriment vraiment. » Elle a souri. « Et toi, tu regrettes encore quelque chose? Peut-être de ne pas avoir appris plus tôt que le respect, ça ne s'achète pas. Mais non, je ne regrette rien d'autre. » On a marché en silence, puis elle a glissé sa main dans la mienne. Simplement, naturellement, comme quand elle avait 8 ans. Épilogue. 1 an plus tard, Formation Moreau comptait plus de 30 apprentis. Certains étaient déjà devenus indépendants. D'autres enseignaient à leur tour. Et sur le mur principal de l'atelier, Camille avait accroché une plaque en acier gravé. Transmettre, c'est souder les générations. Ce qu'on forge avec le cœur, le temps ne le brise pas. Chaque matin, en passant devant, je touchais le métal du bout des doigts, froid au premier contact, chaud quelques secondes plus tard. Comme la vie. Et quand je relevais la tête, je la voyais. Camille, casque sur la tête, concentrée, souriante, libre. Je me disais alors, le métal se tord, se déforme, se brise parfois. Mais tant qu'on garde le feu, on peut toujours le refondre. Et moi, Jean Moreau, soudeur de métier et père par conviction, je savais que le feu brûlait encore. Pas dans le four, dans nos cœurs.